c'est une maladie silencieuse, encore taboue dans de nombreuses sociétés et qui toucherait 40 millions de personnes dans le monde. La bipolarité, ce trouble mental qui provoque des phases d'euphorie et des phases de dépression. Aujourd'hui, à l'instar du journaliste français Nicolas Demorand, de plus en plus de personnes souhaitent briser le silence et les tabous autour de cette maladie. Objectif, mieux la faire connaître et ne plus avoir honte. Bonsoir, c'est votre cas. Léa Vigier, vous êtes conférencière et militante santé mentale. C'est donc aujourd'hui un combat que vous prenez à bras-le-corps. En deux mots, le trouble bipolaire, comment est-ce qu'il se caractérise ? Merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau. Donc, le trouble bipolaire, c'est une alternance de deux phases. Une phase haute d'exaltation, une phase basse de dépression. Et un point qui est important, c'est que ces phases, elles durent longtemps. Ce ne sont pas des phases brusques comme beaucoup de personnes peuvent penser. On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est deux phases qui vont être dans l'euphorie ou la tristesse. On ne parle pas non plus de violence ou de colère. Voilà, c'est sur du long terme. Donc, si je comprends bien, là, vous n'allez pas avoir une crise là dans les minutes qui viennent. Je ne vais pas péter un câble tout d'un coup. Alors, la difficulté, c'est qu'elle est très dure à diagnostiquer, cette maladie. 10 ans en moyenne, vous, 7 ans, c'est cela ? Oui, tout à fait. Elle est très difficile à diagnostiquer parce que les personnes ne connaissent pas la maladie. Moi, je ne la connaissais pas avant qu'on en parle. Les proches non plus ne connaissent pas. Donc, c'est très difficile de voir si la personne est malade ou pas. Et puis, c'est une maladie aussi dont on peut avoir honte. Et donc, si on entend « Ah, tu pourrais être bipolaire », tu n'as pas envie d'entendre. Alors justement, quels ont été les premiers signes qui vous ont mis sur la piste ? Alors moi d'abord ça a été des phases de dépression et puis ensuite on s'est rendu compte que avant mes phases de dépression j'étais vraiment dans les hauts et j'avais une énergie monumentale, je me lançais dans 1000 projets, je n'avais peur de rien et donc c'est ça qui a commencé à nous mettre la puce à l'oreille. Et vous le dites, l'idée c'est de ne plus avoir honte. Et vous vous êtes lancé un défi, Léa Vigier, traverser la France en autostop, sans un centime, et en dormant chez des inconnus. On va en parler dans un instant. Votre compagnon de route, c'était une pancarte. On regarde et on en parle juste après. Je m'appelle Léa Vigier et je suis folle. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit et ce que j'ai fini par croire. J'ai été diagnostiquée bipolaire et pendant longtemps, j'ai porté ça comme une étiquette un peu collante. En même temps, qui n'a jamais pensé que les malades mentaux étaient dangereux, imprévisibles, à éviter? Spoiler, on n'est pas tous tueurs en série. C'est cette image que j'ai envie d'enterrer. Avec un projet un peu fou, lui aussi. Je lance le Tour de France d'une bipolaire. Pendant 10 jours, je vais traverser la France. En m'invitant dans les voitures, dans les maisons et chez les gens. Avec une phrase un peu osée, je suis bipolaire, tu m'invites ? Alors, je suis bipolaire, tu m'invites. C'était donc le fil rouge de ce défi très original, on peut le dire. Oui, le but était vraiment de faire quelque chose qui est complètement au contraire de la plupart des gens. Ils ont honte, ils se cachent du fait d'être bipolaire parce que c'est quelque chose qui est très stigmatisé. C'est une image, voilà, les personnes peuvent se dire mais il est fou, il est dangereux. Et donc les personnes ont vraiment honte de leur maladie alors qu'elles y peuvent rien. Et donc moi j'ai voulu vraiment aller à l'inverse et aller voir les gens et leur dire « Hello, je suis bipolaire, est-ce que tu m'invites dans ta voiture, à table, chez toi pour dormir ?» Je rebondis sur ce que vous dites, Léa Vigier, quand vous dites que les phases peuvent être importantes quand vous êtes en phase haute, comme on dit. Concrètement, ça se caractérise comment ? Pour les phases hautes. Pour les phases dépressives, les phases très... comment ça se voit ? Comment ça se voit ? Les phases hautes, ça va se voir avec le fait qu'on dort beaucoup moins, qu'on se lance dans 1 million de projets, on va parler très vite, on ne va plus voir aucun risque, on peut dépenser énormément d'argent, etc. Les phases basses, on est vraiment dans des phases dépressives. Donc moi, je n'avais plus aucune énergie, mon cerveau n'arrivait plus à tourner et je ne voyais la vie qu'avec un filtre très gris. Et quand vous avez fait ce défi, alors dans quelle phase vous étiez à ce moment-là ? Écoutez, je suis rétablie. Donc, le rétablissement, il ne veut pas dire être guéri. C'est une maladie qu'on appelle une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qu'on déclenche et qu'on a à vie. Donc, aujourd'hui, j'ai un traitement. Je suis bien accompagnée par ma psy. Et puis aussi, j'ai mis en place des disciplines dans ma vie pour pouvoir faire ce genre de projet. Parce que pour le coup, j'étais dans un environnement instable et j'ai réussi à rester stable. Alors, on va voir un extrait, parce que vous avez fait suivre un peu vos aventures sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça n'a pas toujours été si simple que ça lorsque vous avez annoncé que vous étiez bipolaire. On regarde un petit extrait.
30e refus, vraiment je me prends que des refus. Non. Là, je suis l'état. Mais après 1 heure d'attente, Oh purée, ça y est, il y a un gars qui vient de me dire oui. je monte avec Gabriel et on part de Toulouse. Il est hyper compréhensif et on parle de santé mentale. Je suis content qu'il y ait cette dynamique où on essaie de dédiaboliser le psy, notre vie en devenir forcément meilleur. On me dépose à une aire d'autoroute et là je rencontre Araïk. Je suis bipolaire, tu m'invites? T'as pas peur? Il est super sympa, j'ai trop chaud et il trouve une solution pour moi. On arrive à Pau et là... Mes potes, je viens de réussir à m'inviter chez un mec qui a une piscine. Bon, au final, combien de refus, combien d'acceptations? En réalité, la majorité des refus que j'avais n'étaient pas liés à ma pancarte ou au fait que les gens n'étaient pas sympas. C'est juste qu'ils allaient pas au bon endroit, qu'ils avaient des personnes dans la voiture. Moi, je peux vraiment vous dire avec confiance, enfin, j'ai 95% des gens qui m'ont accueilli, qui étaient ouverts, qui avaient envie d'en savoir plus sur la maladie et être généreux. Oui, vous dites, ils avaient des préjugés, mais ils étaient prêts à écouter, à comprendre. Ça, c'est important, en fait, de passer ce pas. Mais ça, c'est beau, parce que ça donne vraiment de l'espoir. Ça veut dire, en fait, qu'en France, vu qu'il y a cette honte, il y a ce tabou, on n'en parle pas, ce qui empêche les personnes de comprendre ce qu'est vraiment la bipolarité, donc ce qu'on a dit, et pas des changements brusques, une personne violente qui peut péter un câble à tout moment. Et si les personnes sont ouvertes, bah, ça veut dire qu'on peut vraiment changer les choses. Donc moi, j'y crois. Il y a quelques mois, le journaliste français Nicolas Demorand a pris la parole, a écrit un livre sur sa bipolarité. Ça a fait beaucoup d'écho dans la société française. Est-ce que vous sentez que cela a fait du bien qu'une personnalité comme Nicolas Demorand ait pris la parole? Bah, je pense que ça a été un vrai tournant. Pour un point principal, c'est que les personnes ont pu avoir une image de la bipolarité comme quelqu'un qui est ambitieux, qui est intelligent, qui est reconnu. Et donc, ça leur a permis de se dire mais c'est bon, mais en fait, moi, je peux accepter de dire que je suis bipolaire. Parce que jusqu'à présent, vous parliez de honte tout à l'heure, dans son entourage, auprès de ses amis, auprès de ses relations professionnelles également, on la cache, cette maladie. Ouais, vraiment, la grande majorité des personnes qu'on a pu rencontrer, qui sont bipolaires, en effet, le cachent parce qu'ils ont très peur du jugement. Et c'est là où on voit qu'avec cette maladie, c'est un peu la double peine parce qu'on souffre. Et en plus, bah, on a peur d'être jugé par les autres, que les autres aient peur de nous. On est en ligne avec Charlotte Yonga. Charlotte Yonga, vous êtes photographe. Vous êtes vous aussi atteint de cette maladie. Merci d'être avec nous, Charlotte Yonga. Vous êtes, je le disais, artiste. Et vous, pour faire passer des messages autour de la bipolarité, vous avez travaillé sur la photo. Vous avez été à la rencontre justement de gens qui étaient bipolaires. En gros, la thérapie par l'art. C'est ça, en quelques mots, votre message. Je pense, oui, j'y crois très fortement. Bien sûr, aujourd'hui, on parle encore de traitement, de suivi médical, mais en effet, dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité d'expression de soi. Donc là, il s'agit d'un documentaire un peu improvisé, Gonzo, lors d'une hospitalisation psychiatrique. Donc, j'étais moi-même hospitalisée à ce moment-là et j'ai photographié mes amis, mes compagnons d'infortune. Mais je crois, oui, que c'est extrêmement nécessaire aussi de penser à ces questions-là, de l'expression de la personne malade, de la personne touchée. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement les personnes que vous avez photographiées? Ça leur faisait du bien également de poser devant votre objectif? Oui, c'est devenu un jeu, c'est devenu presque un rituel quotidien. Je crois que ça leur a amené du réconfort. Beaucoup de gens venaient me voir exprès pour se faire prendre en photo et on cherchait des mises en scène ensemble. On faisait aussi des ateliers de dessin. Enfin, ça, c'est quelque chose de régulièrement que je mets en place. Improviser dans la cour, dans les salles où on attend beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes dans ces moments-là. Charlotte Yonga, vous avez beaucoup voyagé également dans votre vie, au Cameroun, d'où vous êtes originaire, mais également au Maroc, à Madagascar. Comment est-ce qu'on arrive justement à gérer cette maladie lorsqu'on est loin de chez soi, loin de ses repères? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Je pense que c'est quelque chose à prendre sérieusement en compte, en tout cas.
Quand on voyage et qu'on se rend dans des zones du monde où la prise en charge est différente, pas la même qu'en Europe et qu'en Occident, il faut pouvoir se protéger, se prémunir, donc bien prendre son traitement, éviter de se mettre aussi dans des situations peut-être à risque. Quand on se connaît, en fait, je pense que c'est important de se connaître quand on a ces troubles-là particuliers. Oui, certaines zones du monde ne prennent pas en charge de la même façon ces troubles, Justement, ces maladies. Donc, il faut aussi le savoir. allez-y, Charlotte. Je vous ai pas entendu, pardon. Vous disiez que certaines zones, effectivement, du monde n'étaient pas toujours très au courant de ce qui se passait autour de cette maladie. Au courant, je pense que, en fait, c'est plutôt une manière de la voir, de la percevoir, sociale, par le corps médical, par les médecins. Et en effet, il y a encore des sociétés où on peut interpréter la maladie de manière différente, un peu moins médicale, un petit peu, et voir ça peut-être comme autre chose qu'une pathologie. Voir ça comme peut-être de l'envoûtement, des sorcelleries, et il y a encore des croyances qui persistent, mais même en Occident, et la manière de, du coup, prendre en charge tout ça va varier selon les croyances et selon les systèmes de santé et de soins. La Vigée, c'est intéressant ce que dit Charlotte Yonga, notamment à ce qui se passe effectivement dans d'autres pays, par rapport aux croyances, par rapport aux traditions. Pourquoi, d'une manière générale, selon vous, les troubles mentaux restent les parents pauvres des politiques de santé publique, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents? Je pense qu'il y a deux raisons. Une première raison, c'est que ça fait partie des handicaps invisibles. Et donc, quand ce n'est pas visible, c'est beaucoup plus difficile de générer de la compassion et de l'empathie. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu une jambe, tout d'un coup, vous allez vous imaginer que vous n'avez plus la jambe. Mais là, on ne le voit pas. Mais là, on le voit pas. Donc, il y a ce problème-là. Et puis ensuite, il y a cette stigmatisation dont on parle. Moi, j'appelle ça l'effet dent de la mer. Il y a eu une histoire d'un fait divers avec un malade mental qui a tué des personnes. Donc, vous êtes tous fous, en gros. Et du coup, on est tous violents, on est tous dangereux. Ouais. Charlotte Yonga, il me semble que lorsque vous avez été mère, vous me disiez en préparant cette émission, que ça a été compliqué après votre maternité de gérer le statut de mère et cette maladie. C'est vrai que c'est une maladie qui se faufile dans les interstices de tout ce qui peut amener de la vulnérabilité. Donc la maternité en fait partie, une première naissance, devenir mère. Le postpartum est particulièrement sensible. C'est une période très sensible pour toutes les femmes d'ailleurs, porteuses ou non de maladies psychiques. Et c'est vrai que dans mon cas, alors j'ai une prise en charge adaptée, mais ça n'a pas empêché l'apparition d'une crise maniaque, donc un épisode dit maniaque, à l'arrivée de mon fils. En un mot, Charlotte Yonga... C'est ce qui a donné lieu à cette hospitalisation. En un mot, Charlotte Yonga, désolé pour conclure, on disait tout à l'heure, vous voulez faire connaître cette maladie pour ne plus avoir honte. Aujourd'hui, vous n'avez plus honte de cette maladie? Moi? Oui, Charlotte. Moi, non, je pense qu'il ne faut pas avoir honte. C'est quelque chose qui est intimidant pour soi, pour les autres, qui peut effrayer, mais on est tellement touché, directement ou indirectement, que la honte est un frein, en fait. Donc, pour beaucoup de choses, et un isolement. La Vigée, le mot de conclusion, vous n'avez plus honte non plus également de votre côté? Exactement. Et je pense que accepter, c'est le début du rétablissement. Donc, il faut accepter sa maladie. C'est important. Accepter, c'est le début du rétablissement. Ça sera le joli mot de conclusion de ce grand angle. Merci beaucoup, Léa Vigée. Merci. Et merci à vous, Charlotte Yonga, d'avoir participé à ce grand angle qui était passionnant. Merci à toutes les deux.